Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU appelle à faire taire les armes. Notre deuxième sujet concerne toujours la RDC, ouverture du sommet conjoint SADC-EAC. Troisième sujet, nous parlerons de l'Afrique du Sud et des États-Unis. Le temps monte entre Trump et Ramaphosa. Quatrième sujet, Togo. Pour terminer, l'Afrique est le seul continent qui continue d'être manipulé de l'extérieur. Une déclaration de Robert Ducé à analyser avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Bon enfant Bovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir bon enfant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs. Et coucou gentil à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Nivo TV. Merci beaucoup à vous, bon enfant, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Notre troisième invité ce soir, Ashraf Ourosama, vous êtes juriste et directeur du CREPIA. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir docteur, extrêmement ravi d'être là. Bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous commençons ce débat avec la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU appelle à faire taire les armes. Antonio Guterres a appelé ce jeudi à faire taire les armes en République démocratique du Congo, alors que les combats continuent sur le terrain entre les rebelles du M23 et leur soutien des forces rwandaises et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Après le Nord Kivu, c'est le Sud Kivu qui est aujourd'hui sous domination, ou du moins certaines localités qui sont contrôlées par les rebelles du M23 et leurs alliés, alors que s'ouvre à Dar es Salaam en Tanzanie un sommet pour discuter de la situation en République démocratique du Congo. Les Nations Unies s'inquiètent de la situation en République démocratique du Congo, situation sécuritaire mais aussi humanitaire. Le secrétaire général a appelé à faire taire les armes, un appel qui pourra peut-être être écouté, c'est notre interrogation. Et nous nous interrogeons bien évidemment avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, bon enfant Agbovi. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à faire taire les armes alors que le Conseil de paix et de sécurité se réunit pour discuter de la situation de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, à l'est surtout de ce territoire. Bien sûr, il y a 2 volets à voir. Tout le monde sait que ce problème de guerre en République démocratique du Congo a perduré. Et je ne crois pas que chaque jour, ça fait couler d'encre partout. Ce n'est pas la première fois, à ma connaissance, que le secrétaire général de l'ONU appelle à un cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Et je crois que lui-même, en réalité, lorsqu'il fait des sorties, il doit savoir si les belligérants ont entendu ces appels et l'ont mis en application ou pas. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation complexe en République démocratique du Congo. En quoi et je dis que non, je dis que la guerre, ce qui se passe en République démocratique du Congo, j'ai toujours dit ici, lorsque nous abordons ce thème, que la complexité provient du fait que les 2 présidents, je veux parler de Tshisekedi et de le président rwandais Paul Kagame, mais 2 présidents qui s'accusent mutuellement de quelque chose qui n'existe pas aux yeux de l'ONU. Parce que lorsque Tshisekedi accuse Rwanda d'avoir soutenu le mouvement 23 pour déstabiliser ou bien pour créer des soucis à l'est de la République démocratique du Congo. Et son homologue aussi l'accuse d'avoir abrité des forces pour pouvoir déstabiliser Kigali. En réalité, moi je dis toujours que la résolution de cette crise doit venir d'une volonté politique. Moi, je le dis toujours. Vous savez qu'il y avait des résolutions qui
voudrait aller à la paix durable en République démocratique du Congo, ça, que ce soit la résolution de Luanda, que ce soit, etc. Mais rien n'est fait jusqu'à présent pour que la paix revienne dans cette région-là. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, une simple phrase ne peut pas faire taire les crépitements des armes d'une guerre qui a perduré. J'aurais aimé que l'ONU prenne les taureaux par les cornes pour rentrer ou bien pour faire des actions pour faire taire ces choses-là. Mais je crois qu'il faut faire des actions. Qu'est-ce que vous mettez dans faire des actions? Mais vous savez, l'ONU a créé dans les cahiers de charge de l'ONU, au moins lorsqu'un pays est pris de paix, l'ONU peut, par des gestes ou bien des stratégies, intervenir pour venir en aide à la population. Je sais. Plus clair, les aides humanitaires ou les armes? On ne peut pas parler clairement des armes, mais des aides humanitaires. Aujourd'hui, vous savez que ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais les aides même n'arrivent pas à parvenir à certaines populations qui sont soit en déplacement ou qui sont dans des situations désastreuses. Est-ce que ça va faire taire les armes? Non, je dis que faire taire les armes, l'ONU sait ce qui fait le crépitement des armes, des armes en République démocratique du Congo. Je dis que dans leur feu de route, lorsque on a écrit, lorsqu'un pays est épris de paix, l'ONU peut intervenir, mais au fait, l'ONU peut déterminer les stratégies parce que la guerre là dure trop. Chaque fois, on parle de République démocratique du Congo. On fait vous allez parler tout à l'heure d'un sommet qui est en train de se tenir. Justement, combien de sommets on n'a pas fait pour qu'on fasse taire ces crépitements? Oui, ça veut dire que peut-être que... savoir, bon enfant, oui. Vous dites que l'ONU peut mener des actions concrètes. Qu'est-ce que l'ONU peut faire comme action concrète pour faire taire les armes? Mais en réalité, l'ONU doit savoir ça. Vous pouvez nous le dire aussi. Non, en réalité, moi je dis que je m'en tiens à ce que lorsque un pays est pris de paix, l'ONU peut intervenir pour donner la paix. C'est inscrit dans... Est-ce que la paix, c'est quelque chose qu'on vient comme ça donner? Bon, non, je dis, ça peut passer. Je crois que si vous voulez, je peux... non, je veux que mon enfant dise clairement ce qu'il pense. Mais ce que l'ONU peut faire, c'est justement de demander le désarmement du M23. C'est aussi simple que ça. Mais je sais que c'est ce que Tshisekedi irait dire. Pas forcément ça. Mais on va laisser mon enfant Bobby terminer son temps. Moi, je dis que lorsque une organisation internationale comme l'ONU c'est inscrit dans leur feuille de route que lorsque ça ne va pas, vous pouvez intervenir. Je sais qu'en intervenant, on a défini les stratégies d'intervention dans un pays pour qu'on ne dise pas qu'on fait ingérence dans certains problèmes du pays. C'est ce que je dis que je n'ai rien à comment l'appelle-t-on, à enseigner ou bien à dire à l'ONU. L'ONU sait ce qu'on doit faire pour que lorsque la chose perdure, pour que la paix revienne. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit sous l'égide de l'ONU, que ce soit n'importe qui, ça ne marche pas. L'Union européenne, l'Union africaine, ça ne marche pas. Et les deux organisations qui sont en train de faire, comme l'appelle-t-on en ce moment, je crois, comme l'appelle-t-on, un sommet conjoint, ça, rien ne va. Alors, mais je crois que l'ONU c'est vraiment ce qui se passe. Et vous ne le savez pas. Désolé, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. En réalité, je ne suis pas. Bon, vous et moi, lorsque l'ONU s'assoit pour parler de République démocratique de Rwanda, est-ce que nous sommes invités? Nous ne sommes pas invités. C'est ce qui sort que nous voyons et que nous décryptons. Je voudrais juste qu'on soit clair, puisque vous avez dit que l'ONU aurait pu faire autrement, à part appeler à faire taire les armes. C'est pourquoi moi je demande à savoir qu'est-ce que vous mettez dans autrement, qu'est-ce qu'on peut faire à part appeler à faire taire les armes. Je croyais que vous saviez s'il y avait une autre solution, mais malheureusement, je me rends compte que vous n'avez pas de solution aussi. En tout cas, merci beaucoup à vous. Louis Kamako, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a appelé plutôt à faire taire les armes en République démocratique du Congo, alors que le Conseil de sécurité s'est réuni pour discuter d'une solution. Pour le moment, c'est un blocage. On attendra de voir l'issue pour revenir en discuter, mais le secrétaire général de l'ONU a appelé à faire taire les armes. Pour lui, il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Il faut plutôt respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je pense que la déclaration d'Antonio Guterres porte en elle la solution à la crise congolaise, en fait. Parce que quand le secrétaire général dit que la solution militaire n'est pas la solution appropriée, je pense qu'il part tout simplement du désarmement, en fait, des forces, en fait, des différentes troupes sur le terrain. Et c'est pour cela d'ailleurs que je soutiens entièrement la position
Bonenfant quand il disait tout à l'heure que l'ONU doit prendre normalement des décisions courageuses parce qu'on a... Comme quoi, c'est tout ce que je veux savoir. Mais je le disais tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure qu'il faut, la première des choses à faire, c'est au moins de demander le désarmement en fait du M23. Et c'est ce que Antonio Guterres demande tout le temps. Eh bien, pourquoi est-ce que l'ONU ne veille pas ce que ce désarmement soit effectif? En quoi faisant? Mais l'ONU a la capacité de taper du poing sur la table. C'est pour ça d'ailleurs je viens que la situation. Moi j'aime qu'on soit plus clair. Ouais, on va le téléspectateur, oui, justement, va être taper du poing sur la table, il va faire le geste ou bien il va poser une action concrète. C'est ce que je veux savoir. Oui, mais il faut qu'il pose des actions concrètes. Il faut que l'ONU pose des actions concrètes. Comme quoi? D'abord envoyer des militaires là-bas ou pas forcément parce que l'ONU dit que la solution militaire n'est pas envisageable. Et si la solution militaire n'est pas envisageable, il faut justement poser des actes qui vont dans le sens de la paix. La dernière fois, on a suivi ici, même si on disait que c'était un cessez-le-feu qui a été décrété de façon unilatérale, et à l'époque, et avant-hier, je disais que c'était également une stratégie de guerre du M23, parce qu'après, on a compris que au lendemain de ce décret-là, les troupes ont nuitamment migré vers la ville de Sigoué. Donc, ça veut dire tout simplement que le M23 n'a pas l'intention d'écouter qui que ce soit. Maintenant, là où moi je me réjouis, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont évolué à la 3e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'est tenue justement aujourd'hui à Genève en Suisse. On a vu que l'ONU a pris, ou bien le Conseil a pris un certain nombre de décisions qui pour moi vont justement arriver à décourager le M23 dans les jours à venir. On a vu justement parce que c'est ce que demandait en fait le gouvernement congolais, c'est d'arriver à enquêter d'abord sur les exactions commises sur les populations congolaises de 2022 jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc je pense que cette décision-là, ou bien cette demande en fait des autorités congolaises a été actée. Aujourd'hui, a été entérimée aujourd'hui à la 37e section extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Conseil a également condamné des violations des droits de l'homme, y compris les exactions sommaires. Je crois que c'est des choses en réalité qu'il faut commencer par faire, et surtout qu'on a à noter qu'il y a une dénonciation explicite du soutien au Rwanda. Le Conseil a également annoncé la création d'une commission d'enquête. Ça veut dire que les choses vont aller, on va plus faire du surplace. Et ce sont des choses concrètes en fait. Je pense que c'est sur ce terrain-là que le gouvernement congolais attend l'ONU. C'est sur ce terrain-là que le monde entier attend aujourd'hui l'ONU. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de ce soutien similaire qu'on a eu justement à voir lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. C'est-à-dire que vous avez un pays à qui tout le monde entier a déclaré un soutien, mais un soutien qui n'a jamais été manifeste. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de l'hypocrisie et pour qu'on tape véritablement du poing sur la table. Et comme je le disais tout à l'heure, ce que veulent les autorités congolaises, est-ce que veut le monde entier aujourd'hui, c'est que le soutien de l'ONU soit un soutien visible, soit un soutien concret. Il faut qu'on sorte des déclarations parce que nous ne sommes plus à l'étape des déclarations, mais il faut justement agir. Voilà. Alors, est-ce que condamner clairement le Rwanda, le M23, annoncer la création d'une commission d'enquête, est-ce que cela permet de faire taire les armes selon vous? Oui, c'est une étape. D'abord, c'est une étape. C'est-à-dire que unanimement, tout le monde sait aujourd'hui que le bourreau, en fait, du peuple congolais, c'est le M23. Et les enquêtes vont commencer par là. Et parce qu'il y a une commission en fait de la CPI qui dit également suivre le dossier de près. Ça veut dire que du jour au lendemain, les gens peuvent être accusés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ils peuvent être rattrapés par leur passé. Ça, il faut qu'on ait le courage. Il ne faut pas que les gens le perdent de vue. Tout ce qu'ils font, ils seront rattrapés. Donc, je pense que le fait déjà de l'ONU d'ouvrir de telles commissions internationales d'enquête, ça va décourager les gens et ça va peut-être les amener à arriver véritablement vers un cessez-le-feu. Achraf Roussama, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a appelé à faire taire les armes en République démocratique du Congo. Pour lui, ce sera la solution, mais pas une solution militaire. Il faut juste respecter l'intégrité territoriale
de la RDC. Oui, il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Bon, déjà, il est le secrétaire général de l'ONU, il est légitime pour faire une telle déclaration. Et au fait, la crise peut être dénouée par quoi? La crise peut être dénouée par la Charte des Nations Unies du 28 juin 1945. Et quand on s'intéresse aux dispositions, on voit très bien que l'article 2 alinéa 4 dit très clairement que les membres de l'organisation doivent s'abstenir disons, d'agresser les États membres ou de porter atteinte à leur intégrité territoriale, et qu'il faut s'abstenir également d'entreprendre toute action qui est incompatible avec les nations, l'objectif des Nations Unies. On voit très bien qu'aujourd'hui, on a le M23 qui opère sur le territoire congolais. La République démocratique du Congo aujourd'hui est en état de déliquescence sécuritaire avancée, il faut le dire très clairement, et donc il faut trouver des solutions. Tout à l'heure, vous avez relancé mes co-débatteurs par rapport aux solutions concrètes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Parce que généralement, moi je pense que c'est trop facile de dire que l'ONU ne fait pas d'action, l'ONU ne fait pas si. Qu'est-ce qu'on demande que l'ONU fasse concrètement? C'est ce que je veux savoir. Effectivement, moi je crois que la posture de l'ONU dans cette crise n'est pas convenable pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut... Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Pour moi, parce que, oui, certes, il faut privilégier la résolution pacifique des conflits. Sa posture n'est pas la bonne. Sa posture. Aurait dû faire? Voilà, pour moi, il faut appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies en prenant ce qu'on appelle des mesures coercitives. C'est-à-dire? Voilà, les mesures coercitives, c'est-à-dire former une force multinationale armée pour débouter le M23 du territoire. Une forme de MONUSCO, mais formé. Effectivement. Mais quand on forme, on doit envoyer sur le terrain, c'est ce que je dis. Oui, effectivement. Pas une force d'inter pour envoyer une sorte de MONUSCO sur le terrain. Une force de MONUSCO sur le terrain. C'est pour cette raison je dis. Je vous rappelle que la MONUSCO est déjà sur le terrain. Oui, la MONUSCO est déjà. Bon, déjà il faut oui, effectivement. C'est-à-dire qu'ils ont un agenda aujourd'hui qui n'est pas convenable. C'est-à-dire qu'on dit c'est une force d'interposition. Ils doivent faire preuve de neutralité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent être beaucoup. Voilà, elle doit être beaucoup plus offensive, c'est-à-dire elle doit poursuivre les auteurs des infractions, ceux qui commettent des crimes de guerre au quotidien. Quand on dit que c'est un conflit, c'est ce que disent les officiels, hein, c'est un conflit finalement entre la RDC et le Rwanda. Et dans les chartes, vous venez de le dire, l'Organisation des Nations Unies, aucun pays n'agresse son prochain. Et ces principes s'appliquent également pour les casques bleus qui font de telle sorte qu'ils ne vont pas aller combattre à la place d'un autre pays membre, contre un autre pays membre aussi. Et donc, la force de l'ONU devient une force d'interposition. Oui, une force d'interposition, docteur. Non, une force d'interposition. Bon, quand vous dites... déjà, oui, certes. On détermine le lien direct. Le problème n'est pas au-delà de ça. Oui, non. Le problème, oui, on peut estimer que le problème est de là, mais je crois qu'on peut résoudre quand même le problème. Pourquoi je le dis? Certes, il y a un lien direct entre le M23 et le Rwanda. Moi, je l'ai dit toujours, pour engager la responsabilité pénale aujourd'hui des auteurs d'infractions, c'est qu'il faut formaliser aujourd'hui la responsabilité pénale des auteurs d'infractions. Je veux dire qu'il faut établir les liens directs entre le Rwanda et le M23. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on décide juridiquement d'analyser les faits, on voit très bien que ce n'est pas un conflit entre deux États, je suis désolé. C'est un conflit entre une faction armée, certes qui a un lien avec le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et donc, l'ONU peut appliquer le chapitre 7 en appliquant les mesures coercitives. C'est tout ce qui peut résoudre aujourd'hui est-ce que vous pensez le conflit. Quand vous dites que c'est un groupe armé, est-ce que vous pensez qu'il va se plier aux exigences de l'ONU puisqu'il ne dépend même pas de l'ONU? Oui, non, je dis en mettant... Parce que on suppose que l'article 4 de la Charte des Nations Unies a été violé. C'est-à-dire les membres de l'organisation doivent s'abstenir. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour aider la République démocratique du Congo à retrouver son intégrité territoriale, c'est qu'il faut l'aider tout simplement à mater toutes ces forces régulières là. C'est pour cette raison que je dis l'application de l'article 7 de la Charte des Nations Unies s'impose inévitablement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.